Bonsoir et bienvenue sur le plateau de BFM Politique avec deux invités prestigieux ce soir, Valéry Giscard d'Estaing que nous retrouverons tout à l'heure et Jacques Delors que nous retrouvons maintenant. Bonjour Monsieur Delors. Bonjour. Nous allons passer la première partie de cette émission en compagnie de Thierry Arnaud. Je vous ai demandé de venir, Monsieur Delors, tout simplement parce que vous avez une longue expérience de la vie politique française, de la vie politique internationale et on a envie de savoir comment vous voyez les choses aujourd'hui, quel message dans le fond, vous avez envie de nous donner pour peut-être nous permettre de sortir de la crise dans laquelle on se trouve. Auparavant, on va voir un peu votre carrière, parce qu'elle est riche d'enseignements. Alors, bon, les Français vous connaissent parce que vous avez été le ministre de l'économie et des finances de François Mitterrand en 1981, parce qu'en 1994, alors que vous étiez au pinacle dans les sondages, vous avez renoncé à vous présenter à l'élection présidentielle, puis on vous connaît aussi pour votre rôle en tant que président de la Commission européenne pendant 10 ans, de 1985 à 1995. Et Yann-Anthony Noguès, qui est notre correspondant à Bruxelles, a été demandé son avis à quelqu'un qui refuse habituellement toute interview, mais pour vous, il a accepté de parler. C'est l'actuel président du Conseil, Herman Van Rompuy. Jacques Delors, d'abord, a été un grand, très grand président de la Commission. Ensuite, il est en fait le père fondateur de l'euro, de l'Union économique et monétaire. Et en plus de cela, il a été un inspirateur. Il a été beaucoup plus qu'un homme politique ou un président de la Commission. Il a inspiré, enthousiasmé les gens pour la cause européenne. Alors, je me tourne vers l'inspirateur. En un mot, l'Europe, qu'est-ce que c'est? L'Europe, c'est la volonté de nos pays sur la base de valeurs communes, bien que nous soyons divers, c'est dire oui à la paix, oui à la compréhension mutuelle entre les peuples, oui à la grande Europe, de façon à essayer de faire en sorte que l'Europe, avec son histoire et ses traditions, demeure une puissance qui compte dans le monde. Vous êtes né en 1925, Jacques Delors. Vous êtes donc adolescent au moment où éclate la Seconde Guerre mondiale. C'est elle qui va vous conduire, en tout cas c'est pendant la guerre que vous allez venir à l'âge adulte. Je propose de regarder quelques images peut-être pour nous rappeler ou pour évoquer auprès de ceux qui ne l'ont pas vécu ce que pouvait être cette horreur de la guerre. Et vous avez donc 20 ans au moment où cette guerre s'achève, ce qui à la fois naturellement soulève de formidables espoirs, mais qui est aussi la découverte de toute l'horreur de cette guerre, la découverte de la Shoah naturellement aussi. Et ce qu'on a envie de vous demander au fond, c'est dans quelle mesure cette époque a façonné votre engagement politique, quels souvenirs en gardez-vous et dans quelle mesure votre ambition, votre volonté de vous engager vient de là? Il y a le vécu de la guerre, le fait d'avoir été obligé de changer 5 fois de lycée, le fait aussi d'avoir été jeté sur les routes en 1940, mais surtout l'influence de mon père, mutilé de la guerre de 1914-18 à 90%, donc anti-allemand, mais qui après la guerre m'a dit il faut arrêter ces guerres civiles européennes, il faut trouver une voie d'entente. Et cela m'a beaucoup influencé. Le vécu de la guerre et l'influence de mon père qui déjà, dans les années 30, s'inquiétait de l'évolution du monde, du nazisme et autres, et aussi d'une certaine insouciance française. Et il y a, on le disait aussi tout à l'heure, Thierry le disait, l'horreur de la Shoah, la barbarie, quand même, il faut montrer ces images pour ne jamais les oublier. Oui, absolument. Et les camarades juifs que nous avions au lycée, les voir disparaître. Un jour, ils ne viennent plus au lycée, faisant parfois l'objet de l'Asie de la part d'autres Français avec des juifs. Donc tout ça, moi aussi, m'a marqué.
Il y a une autre étape bien longtemps après qui vous a marqué, on va le voir sur les images. C'était le 17 janvier 1995 au Parlement européen. François Mitterrand, alors président de la République française, vient prononcer l'un de ses derniers discours. Oui. Il ne sera plus président quelques mois plus tard. Et il est déjà ravagé par la maladie. Et il adresse aux peuples européens, à travers le Parlement européen, un message très fort. Ma génération achève son cours. Ce sont ses derniers actes. C'est l'un de mes derniers actes publics. Il faut donc absolument transmettre. Vous avez vous-même, vous êtes nombreux à garder l'enseignement de vos pères, à avoir éprouvé les blessures de vos pays, à avoir connu le chagrin, la douleur des séparations, la présence de la mort, tout simplement par l'inimitié des hommes d'Europe entre eux. Il faut vaincre ces préjugés. Ce que je vous demande là est presque impossible, car il faut vaincre notre histoire. Et pourtant, si on ne la vainc pas, il faut savoir qu'une règle s'imposera, mesdames et messieurs. Le nationalisme, c'est la guerre. On vous voit debout, applaudissant François Mitterrand. Le nationalisme, c'est la guerre. Et pourtant, on a l'impression qu'aujourd'hui, ces messages-là, ils sont en grande partie oubliés. On voit les peuples européens qui se recroquevillent sur eux-mêmes, qui ont peur, qui sont à la recherche de leur identité. La capacité d'oubli des peuples et même des politiques est très grande. Alors j'ai toujours pensé que sans mémoire, on ne construit pas l'avenir. Et dans le fond, la construction européenne est fondée sur la mémoire. En partie, bien sûr, il y a la vision d'avenir. Mais c'est très émouvant de voir François Mitterrand à ce moment-là. Vous savez qu'il était en 1948 au premier grand rassemblement des Européens, présidé par Winston Churchill. Et toute sa vie, dans ses choix, à un moment donné, il a donné la priorité à l'Europe. On y reviendra, notamment en 1983. On y reviendra tout à l'heure, Thierry. Mais un autre grand moment où il fallait donner la priorité à l'Europe, c'est également la fin de l'année 89, novembre 89, et la chute du mur de Berlin. Je vous propose de regarder ces images et d'écouter ces extraits. Eh bien, le 9 novembre, à Berlin, l'histoire en marche offrait au monde le spectacle improbable, la veille encore, d'une brèche dans le mur qui à lui seul signifiait depuis près de 30 ans les déchirures de notre continent. Ce jour-là, la démocratie et la liberté, inséparables l'une de l'autre, remportaient, je le crois, une de leurs plus belles, une de leurs plus sensibles victoires. Les mots qui sont le plus souvent revenus sont l'émotion et la joie. Permettez-moi d'y ajouter la solidarité que nous devons exprimer dans nos cœurs vis-à-vis de nos amis allemands des deux côtés de ce rideau de fer en voie de disparition. Quand un membre de la famille a une joie ou une espérance, tous les autres membres de la famille doivent avoir la même joie et la même espérance. Ces images extraordinaires, tous ceux qui les ont vécues naturellement s'en souviennent. François Mitterrand évoque une belle victoire, vous parlez de la joie, mais il y a aussi cet appel à la solidarité que vous lancez à ce moment-là. C'est une évidence aujourd'hui, cette Allemagne réunifiée en 2012, mais à l'époque, c'était aussi une source d'inquiétude, d'interrogation. Ça n'allait pas de soi. Vous avez raison, le climat était très difficile. Certains avaient quand même de la joie, mais d'autres s'inquiétaient. Et c'est pour ça que le lendemain de la chute du mur, j'ai dit à la télévision allemande, les Allemands de l'Est font partie de l'Europe. Vous êtes président de la commission, voilà. Vous exprimez. J'ai pris mes risques. Ça n'a pas toujours été accueilli bien par tout le monde, notamment en France. Oui. François Mitterrand lui-même était un peu hésitant.
Mais, si vous voulez, je tenais à le dire tout de suite, je n'ai pas de grand pouvoir, mais au moins je pouvais rappeler ça. Et ensuite, bien entendu, nous avons, dès le mois d'août 90, la Commission est restée au travail. Nous avons préparé un plan d'aide à ces pays dans le cadre de la politique générale d'aide aux pays en retard. J'avais proposé à Helmut Kohl que l'on fasse plus, parce que je pensais que si on faisait plus, nous aurions une arme politique vis-à-vis des Allemands. Et je peux aussi me référer à aujourd'hui pour montrer que c'était une bonne proposition. Mais le chancelier Kohl m'a dit, Jacques Delors, si en plus on leur demande de nous aider, c'est déjà assez difficile pour eux d'accepter cela, de concevoir l'avenir. Alors faisons comme pour les autres pays, pour le Portugal, pour les régions espagnoles, etc. Et ensuite l'Allemagne a été réunifiée très peu de temps après. Voilà, c'est ça. Très peu de temps après. Et là, je pense que... C'est une des plus belles réussites de l'Europe pour vous d'avoir su gérer et accompagner cette réunification de l'Allemagne. Si j'avais à faire un cours aux étudiants, je leur dirais que c'est un moment où, un peu de grâce, où la politique, au sens plein du terme, l'a emporté. Et on le doit essentiellement à 3 hommes, il faut le rappeler ici, M. Bush père, Gorbatchev et Kohl. On parle de votre engagement politique, oui. Parce que vous avez eu un rôle très important sur la scène française également. Vous avez vécu dans le monde associatif, vous avez été syndicaliste à la CFTC puis à la CFDT, vous n'avez jamais renié vos racines chrétiennes, mais en même temps, vous avez le cœur à gauche. C'est le cas de le dire, et également commissaire au plan, c'est-à-dire finalement un mélange... Au commissariat au plan, pardon. C'est-à-dire à la fois une volonté d'une action des citoyens et en même temps l'importance du rôle de l'État. C'est-à-dire, quand j'ai eu terminé mes études secondaires, j'ai dû travailler. J'ai passé le concours de la Banque de France avec mon seul baccalauréat et fait des études supérieures en travaillant. En même temps, je me suis inscrit au syndicat et un peu plus tard, allant à un mouvement d'inspiration personnaliste, La Vie Nouvelle, j'ai créé des cahiers et un club. Et donc, j'ai participé à la vie des clubs, à côté du club Jean Moulin, le plus célèbre, et bien d'autres. Donc, j'ai eu la chance, pendant cette période-là, de pouvoir faire tout ça en même temps, et en plus de jouer au basketball. Donc, j'ai eu de la chance. Pourtant, vous n'êtes pas très grand. Non. Et puis ce parcours vous a aussi mené aux côtés d'un homme emblématique de son époque et de sa génération, Jacques Chaban-Delmas, gaulliste, Premier ministre que vous avez accompagné à Matignon, avec qui vous avez élaboré cette vision de la nouvelle société. On voit le conseiller que vous étiez à l'époque aux côtés de Jacques Chaban-Delmas en 1969. Est-ce que ça veut dire que on pouvait aussi réformer, appliquer les idées que vous défendiez avec un gouvernement gaulliste, un gouvernement de droite? C'est-à-dire les idées pour lesquelles je combattais et qui transparaissaient aussi à travers les rapports de la CFTC, même si je n'étais pas un élu, mais j'aidais beaucoup les dirigeants et les rapporteurs de cette époque. Et puis 1968 m'a semblé un événement bouleversant et je voyais l'inquiétude dans les rangs de la droite, l'expectative dans les rangs de la gauche, beaucoup d'excitation. Rappelez-vous notamment l'affaire des LIP, etc. Et quand M. Chaban-Delmas a demandé à Simon Orat et à moi, tous deux réputés à gauche, puisque Simon Orat était un des principaux collaborateurs de Pierre Mendès France, nous a demandé si l'on voulait travailler avec lui. J'ai été consulté Eugène Descamps, le patron du syndicat, qui m'a dit « On n'a rien contre, mais tu prends tes risques ». Et donc j'ai pris mes risques, j'ai remis à Chaban-Delmas un papier de 2 pages pour lui dire « Voilà ce que je veux faire ». Et il a accepté, mais j'ai pris mes risques. Mais ce fut une belle période pour moi parce que Jacques Chaban-Delmas, c'était facile à vivre. Et la plus belle période pour moi reste quand même celle du commissariat du plan. On n'a pas le temps d'en parler, mais ce sont les plus belles années de ma vie, de 62 à 69. L'époque où l'État fixait une ligne stratégique pour notamment l'économie et l'industrie française. Nous étions le carrefour de toutes les forces politiques, économiques et sociales. On ouvrait nos oreilles, on écoutait et on essayait de trouver les voies d'avenir.
Alors, ces idées de la nouvelle société, du dialogue social, n'ont jamais quitté votre esprit. On aura l'occasion d'y revenir tout au long de cette émission. Mais en 1981, alors là, on vous retrouve aux côtés de François Mitterrand, cette image que l'on voit le 21 mai, la marche vers le Panthéon. Comment vous vivez ça? C'était un moment de joie? Oui, l'alternance démocratique, en soi, est une très bonne chose. Mais bien entendu, comme la gauche avait été absente du pouvoir pendant longtemps, comme c'était déjà une forme de gauche plurielle, ce n'était pas facile. Et d'ailleurs, pendant que François Mitterrand défilait au Panthéon, j'étais à Matignon en train de préparer les décrets sur le blocage d'échanges. Parce que vous étiez justement l'homme qui a pris les rênes du ministère de l'économie et des finances, celui qui a en quelque sorte ramené rapidement la gauche à la raison économique, y compris en tapant du poing sur la table lorsqu'il le fallait. Je vous propose d'écouter un extrait qui l'illustre assez bien, je crois. Alors c'est un document RTL qui date du 29 novembre 1981. Grand jury. Il faut faire une pause dans l'annonce des réformes. Mais en revanche, il faut mener à bien, soigneusement, celles qui ont été décidées. Réussir les nationalisations. Deuxième réforme, la décentralisation. Pour l'instant, on n'a fait que l'acte juridique. Il restera maintenant à changer profondément, et croyez-moi, il y faudra du temps, et ça ne sera pas facile, les comportements des Français habitués à des relations avec l'État comme l'adolescent a des relations avec son père. Et troisième point, tout ce qui touche autour de l'emploi. François Mitterrand est à l'Élysée depuis 6 mois. Vous l'appelez à une pause dans les réformes. Je crois que d'ailleurs vous ne l'en avez pas averti auparavant et qu'il n'en a pas très bien pris. Peut-être, mais si vous voulez, j'avais perdu des arbitrages budgétaires après la première dévaluation du franc. Je demandais que l'on soit raisonnable en matière de déficit budgétaire. Et comme j'avais été battu en conseil restreint à l'Élysée, je me suis dit qu'il fallait que je prenne mes risques et que je parle tout haut. Mais alors, un ministre qui ne ferme pas sa gueule, qui le dit tout haut et qui n'est pas viré, c'est quand même étonnant. Oui, enfin, on ne pouvait pas me virer, me semble-t-il, à ce moment-là. On m'avait choisi 6 mois auparavant. J'avais eu la caution des pays européens, puisque j'avais été déjà député au Parlement européen. Je connaissais bien les partis socialistes européens. Le SPD avait confiance en moi. Et bon, voilà. Alors, on arrive à cette époque 1994. Vous êtes alors vraiment au zénith dans les sondages. Tous les Français sont convaincus que vous allez vous présenter à l'élection présidentielle. Et le 11 décembre, vous êtes invité par Anne Sinclair à 7 sur 7. Et là, vous développez tout votre programme de réforme. Et évidemment, ceux qui regardent cette émission se disent, bon, quand Anne Sinclair va lui demander s'il se présente, il va dire oui. C'est une évidence. Et évidemment, arrive le moment où elle vous pose la question. Et là, vous sortez un bout de papier de votre poche, et voilà ce que vous dites. J'ai décidé de ne pas être candidat à la présidence de la République. Ce n'est pas une décision qui fut facile à prendre. Je voudrais donc l'expliquer le plus simplement possible. La question qui se posait à moi était dès lors de savoir si, dans l'hypothèse où je serais élu président de la République, j'aurais la possibilité et les moyens politiques de mener à bien ces réformes indispensables. Après avoir longuement réfléchi et consulté, je suis arrivé à la conclusion que l'absence d'une majorité pour soutenir une telle politique, quelles que soient les mesures prises après l'élection, ne me permettait pas de mettre mes solutions en œuvre. Je vous le dis franchement, je ne souhaiterais pas, après avoir été élu, être obligé de cohabiter avec un gouvernement ne partageant pas mes orientations. J'aurais alors le sentiment d'avoir menti aux Français en leur ayant proposé un projet pour la France qui ne pourrait pas être mis en œuvre avec leur participation active. Là est mon devoir qui rejoint la nécessité d'apporter plus de cohérence et plus de transparence dans la vie démocratique. Ne pas donner d'illusions aux Français. En effet, les déceptions de demain seraient pires que les regrets d'aujourd'hui. Je serais sans doute critiqué par certains pour une attitude qui n'est pas habituelle dans la vie politique. Mais j'espère que les Français qui connaissent mes convictions et ceux qui m'ont manifesté ces derniers temps leur encouragement comprendront les raisons et surtout les analyses qui, en fin de compte, m'ont amené à cette décision. Et là, on voit la sidération d'Anne Sinclair qui symbolise celle de tous ceux qui suivaient cette émission. Vous avez aussi ajouté quelques motifs personnels, mais dans le fond, quand même,
avec le recul, est-ce que ça n'est pas l'acte manqué de votre vie? Il y a deux thèses de ce point de vue. Non, mais le vôtre, c'est celle qui m'intéresse, c'est la vôtre. Non, en y réfléchissant, je n'ai pas de regrets. Plutôt, les seuls regrets que j'ai, c'est parce que j'ai les pieds qui me démangent et j'aime toujours faire quelque chose. Et bien entendu, je renonçais ainsi à l'action dans l'immédiat. Mais pour le reste, je pense que les idées qui étaient les miennes n'étaient pas celles des partis qui m'auraient soutenu. Est-ce que vous n'avez pas, d'une certaine façon, manqué à votre pays parce que vous auriez pu vous adresser aux Français et leur dire « voilà le programme que je vous ai proposé », vous adresser à eux au rassemblement au-dessus des partis? Je sais, c'est ce que disent certains. Le président de la République fait sa majorité et comme nous sommes en monarchie républicaine, tout le monde obéit. Mais en réalité, il ne s'agissait pas simplement d'amener la classe politique ou une partie d'entre elles à adapter ce programme. Il s'agissait de convaincre les Français et de les amener eux-mêmes à changer dans leur comportement, dans leur analyse, dans leur perception de ce qu'est la France et de ce qu'est le monde. Et ça n'est pas un acte que l'on peut faire parce qu'on est président de la République. Mais quand vous dites, au fond, je ne veux pas mentir aux Français et je n'ai pas la garantie de pouvoir appliquer les réformes que je juge nécessaires, c'est le cas de tout candidat à la présidence de la République. Il présente un programme, mais il n'a jamais la certitude que ce programme, il aura les moyens politiques de l'appliquer. La différence, c'est que ceux qui ont été présidents de la République, ils pensaient, dès qu'ils ont sucé un biberon, et qu'en plus, ils se sont forgés dans cette idée qu'en se regardant dans la glace, oui, je veux être président de la République et je peux l'être. Ce n'était pas mon cas. Mon problème, à moi, vous trouverez ça peut-être ridicule, c'est d'être utile. Et là, je n'avais pas l'impression que je pourrais être très utile. Le fait qu'on ne puisse pas dire toute la vérité dans la parole politique, c'est le problème majeur de notre époque? Oui, vous savez qu'une des critiques que me font les camarades socialistes, c'est que je suis un pédagogue et non pas un politique. Mais il n'empêche que la pédagogie, ça sert beaucoup. Surtout dans les périodes de crise. Parce qu'on doit dire aux gens, voilà où nous en sommes. Sans les décourager et sans leur raconter des histoires. Ce sont les deux risques. Or, je m'aperçois que les années passées, soit on leur a raconté des histoires, soit, au contraire, on les a plombés. Ils avaient l'impression qu'ils ne pouvaient rien faire. Le moral des Français en a subi les conséquences. Donc la pédagogie, le parler vrai, selon ce que m'avait appris Mendès France, c'est essentiel. On va finir ainsi cette première partie de l'émission, Jacques Delors. Thierry Arnaud va être remplacé par Edwige Chevrillon dans un instant. Merci Thierry. On marque une pause et puis on parle de l'avenir maintenant.